Je vous propose de redémarrer. On accueille Lucas Pluvinage de Amo et qui va nous parler un peu de scalabilité avec Rust sur le développement d'applications sociales, donc le projet Amo. Lucas, c'est à toi. Merci. Donc voilà, je m'appelle Lucas Pluvinage, je suis un développeur back-end chez Amo depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc je vais vous parler de ce que c'est cette entreprise. C'est une start-up et qui fait des applications sociales. Je dis au pluriel parce qu'en fait, le but c'est vraiment de créer un écosystème d'applications. Donc Amo en bref, c'est une start-up fondée en début 2023. Maintenant, on est une cinquantaine de personnes, dans une équipe d'ingénierie de 25 personnes à peu près, dont 8 l'équipe back-end et ops. Donc cette équipe-là est donc back-end, mais finalement aussi un peu mobile, parce qu'on se retrouve à développer pour de l'embarquer nos applications. Donc on a en un an développé 3 applications dont le but en fait c'est pas des médias sociaux, c'est plus des outils pour les amis. Donc l'application de partage de position en temps réel, l'application de partage de photos, et la première qu'on a sortie, l'application de profil collaboratif. Cette boîte en fait a levé 18 millions et c'est des anciens de Zenly qui ont fondé cette entreprise. Zenly, c'était aussi une carte sociale, c'était racheté par Snap en 2017. Zenly, ils avaient du coup entrepris une migration de Go vers Rust. Et pour Amo, on repart sur des bases saines, donc on commence tout de suite par du Rust pour le back-end et le mobile. Et du coup, je vais vous présenter tout de suite ce qu'on fait en termes d'archi logiciel. Donc maintenant, après un an et demi, on est à peu près à 220 000 lignes de code en Rust, 300 000 lignes en mobile, dans Swift, et 70 000 lignes de code en Kotlin. Donc, pour le back-end, c'est une architecture plutôt microservice, en fait, parce que l'idée, c'est qu'on veut sortir plein d'applications. Donc, on veut réutiliser des composants le plus possible. Et par exemple, tout ce qui va être système d'authentification, système d'amitié, système de notification. Et donc, on se retrouve avec plein de fonctionnalités comme ça réutilisables qu'on va représenter sous forme de modules, de services dans notre back-end. Donc, on a des modules comme ça front qui vont appeler des implémentations back qui vont elles-mêmes communiquer du coup avec nos différentes bases de données. Donc, là, ici, on n'a rien de très fancy. En fait, on essaie de partir sur des briques assez simples pour ensuite construire toute notre architecture de la façon la plus efficace. Donc, en fonction des besoins, on va utiliser le meilleur outil pour y répondre. Donc, pour les DB, par exemple, on a un choix assez classique dans les systèmes distribués entre consistance et disponibilité. Donc, quand on veut de la consistance, on prend un Postgres. Quand on veut de la disponibilité, on va plutôt prendre un ScyllaDB, donc c'est comme du Cassandra qui va le store. Et du coup, tout ça, déjà, c'est en Rust et on a besoin de beaucoup de crates déjà disponibles dans l'écosystème. En fait, c'est ça qui nous a donné envie de s'utiliser Rust, c'est d'avoir ces composants déjà utilisables un peu clés en main pour implémenter nos applications. Mais on va s'intéresser surtout au mobile parce que le back-end, c'est quelque chose d'assez classique finalement pour du Rust. Là où il y a quelque chose d'assez, on va dire peut-être unique, je ne sais pas, mais en tout cas qu'on voit moins souvent, c'est de faire du mobile en Rust pour pouvoir partager du code de façon plus profonde que juste nos services back-end. Et en fait, finalement, on se retrouve avec un back-end dans l'application. Donc, on a le core, qui est une bibliothèque partagée. Sur iOS, ça va être une lib statique. Sur Android, ça va être une lib partagée, qui elle-même est composée de modules qui communiquent qui utilisent des data sources pour implémenter leurs fonctionnalités. Et les data sources vont elles-mêmes utiliser des bindings. En fait, donc le core, c'est une sorte de sandbox qui communique avec l'extérieur via ces bindings. Donc, on a du réseau, de la persistance et aussi la communication avec tout ce qui est plateforme, en fait, qui va être vraiment spécifique au système, qui pour le coup ne sera pas écrit en Rust. Donc, on a besoin d'un GPS, on a besoin de savoir si l'application est en avant-plan ou en arrière-plan. Ça va déterminer en fait comment l'application, le corps va se comporter. Et du coup, ça rajoute des contraintes qui sont un peu différentes
qui se rapproche plus du logiciel embarqué. On veut que ce soit un programme léger. Donc là, actuellement, on est sur des binaires qui font 20-25 mégabytes. On a besoin de limiter l'usage mémoire, on a besoin de communiquer avec la plateforme, on a du réseau qui n'est pas fiable parce que l'application peut être utilisée dans le métro, elle peut être utilisée en mode avion. Donc on veut aussi implémenter toute cette persistance. Et aussi, un truc assez spécifique à Amo, c'est le fait comme on a plusieurs applications, mais qu'on a en fait un seul compte. Quand on a un compte Amo, on peut utiliser toutes les applications sans se réinscrire. On a besoin de gérer un état local partagé entre les applications. Et donc ça veut dire mettre en place des bases de données qui peuvent être utilisées par toutes les applications. On a besoin de penser à la rétrocompatibilité, donc quand on met à jour le serveur, on veut que nos applications fonctionnent. Et puis enfin, le temps de démarrage, c'est quelque chose aussi d'assez important pour avoir un produit de bonne qualité. Donc ça, c'est les besoins plus liés à l'embarqué. Et puis en termes d'API, en fait, ce qu'on veut faire, c'est que on veut vraiment séparer la partie back-end. Donc, on pense à la persistance, on pense à la communication avec le réseau, qui sont des compétences spécifiques à back-end, et on veut que les développeurs UI puissent se concentrer sur ce qu'ils font de mieux. Donc, en fait, c'est développement d'interface, développement d'animation, développement du rendu de l'état de l'application. Et ça, on le permet parce qu'on a une API de plus haut niveau par rapport à ce qu'on ferait si on avait une appli mobile qui devait parler à notre backend directement, si on devait coder en langage natif, tout ce qui était persistance, appel réseau. Et donc ça veut dire aussi qu'on a une source de vérité par rapport à comment on gère notre état, notre business logique, et qu'on laisse à l'UI le moins de travail dans ce sens-là. Donc en termes d'API, ça veut dire qu'on utilise quelque chose qui s'appelle RX, donc c'est Reactive Extension, qui est un truc paradigme de programmation cross-platform, enfin qui va trouver des implémentations un peu sur toutes les plateformes, où on va avoir des appels synchrones, mais surtout des asynchrones et observables. Donc les appels, par exemple, les observables, ça va être un état changeant sur lequel l'UI va devoir réagir. Ce qui marche très très bien avec les frameworks, par exemple, déclaratifs tels que Kotlin Compose. Donc voilà, on va se concentrer sur Rust pour nous et se demander pourquoi c'est intéressant pour le développement mobile. Donc, comme ça a déjà été répété, écosystème actif, c'est quelque chose de super important en fait, parce que en tant que startup, on a besoin d'aller vite et on ne veut pas prendre du temps pour réparer des bugs, réimplémenter des problèmes sur des outils qu'on considère classiques comme DB, PostgreSQL par exemple. Mais surtout, ce qui fait la force de Rust et des langages plutôt orientés système de type fort, c'est qu'on peut avoir des garanties fortes sur le langage, sur ce qu'on écrit, et quand on commence à avoir beaucoup de développeurs, on ne peut pas juste faire de la code review, on est obligé d'avoir des garanties du compilateur pour être sûr de ne pas laisser passer de bugs, et en général, on laisse toujours passer des bugs, mais au moins, on sait qu'on peut s'attendre à des bugs de plus haut niveau, en fait, ça va plutôt être des bugs de sémantique, de off by one, mais même ceux-là, en fait, on peut commencer à les identifier assez tôt grâce à du test unitaire. Donc, en fait, le langage permet d'avoir des vraiment bonnes pratiques en termes de code. Modulaire, c'est hyper important. Donc, comme je l'ai dit, nous, on a 8 développeurs qui doivent pouvoir travailler ensemble sur chacun de leurs fonctionnalités. Et du coup, on ne veut pas se marcher dans les pieds. On ne veut pas que les changements d'un développeur puissent casser les changements d'un autre qui serait fait en parallèle. La performance, bon, c'est un classique de Rust, mais finalement, c'est assez secondaire. On a quand même besoin de performance parce que bon, on veut limiter les coûts en termes de back-end, et puis même en embarqué, on veut limiter l'impact batterie d'utiliser une telle bibliothèque. Et enfin, là, c'est des choses assez uniques. C'est en fait un des seuls langages embarqués qui permet à assez haut niveau de faire du mobile. On peut considérer C++, mais on perd les garanties de sécurité, et puis c'est un langage assez complexe maintenant.
Les gens de Zenly, ils avaient utilisé Go, ça a été quelque chose aussi assez galère. Donc finalement, on n'a plus trop de choix. Et on se retrouve avec un langage qui marche aussi assez bien en termes de cross-compilation, grâce à Clang, enfin LLVM, et qui marche aussi en interopérabilité avec les autres langages qu'on utilise. Donc en fait, comme on utilise 3 langages, voilà, memory safe avec des bons systèmes de type, ils marchent assez bien ensemble, donc Kotlin, Swift et Rust, et aussi un peu TypeScript quand on fait du web. Donc moi, je vais m'intéresser à ça, cross-language. Une de nos bols secrètes, c'est UniFFI, une bibliothèque de Mozilla, qui permet de générer des bindings multiplateformes. Donc ici, j'ai un petit exemple, voilà, avec un type qu'on utilise, le user ID, et une fonction CMD7. C'est un peu du simplifié, mais des fonctions en Rust, on a juste utilisé une macro, une IFFI export, et on se retrouve avec du code généré qui va faire la glue pour parler à notre bibliothèque Rust, qui en somme toute est plutôt idiomatique et permet aux développeurs ensuite Kotlin et Swift d'utiliser nos bibliothèques, enfin, nos fonctionnalités back-end plus facilement. Modularisation, donc ça c'est, voilà, comme j'ai dit, entreprise hyper centrale. En fait, on va se retrouver avec beaucoup de développeurs, on va vouloir avancer vite et on veut être sûr de ne pas casser le code au fur et à mesure qu'on fait évoluer. Nous, on se retrouve avec une 200aine de crates, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise notamment pour accélérer le temps de compilation, mais aussi pour identifier clairement les briques fonctionnelles dont on a besoin. Donc ça, c'est un conseil que déjà je peux vous faire, c'est n'hésitez pas à créer des crates, qui a un peu de boilerplate parce qu'il faut définir un cargo domaine, mais ensuite avoir un workspace où l'ensemble des crates est défini et les dépendances claires entre les différentes fonctionnalités, ça permet d'y voir clair enfin sur une code base et de pouvoir dire à un développeur, bon bah toi tu peux toucher à ça, à ça et à ça, et du coup la zone d'impact est contrôlée. À un niveau plus précis, on peut aussi, grâce aux traits, définir des fonctionnalités qui dépendent d'effets de bord sans avoir à hard-coder ces effets de bord. En fait, les traits, voilà, donc là j'ai un exemple d'une data source, donc une bibliothèque qui gère l'état local, qui va dépendre du temps, qui va dépendre de fonctionnalités un peu de haut niveau, donc combien de fois on a ouvert une session dans l'application. Et tout ça, on peut ensuite en faire. Donc celle-là, par exemple, c'est des traits qui implémentent, qui sont des fonctions qui sont des futurs, en fait. Et ça marche assez bien, en fait. On peut, comme ça, créer des mocks et faire du test unitaire, mais aussi des tests un peu plus haut niveau sur des fonctionnalités. L'autre chose qu'on est en train de développer, c'est l'injection de dépendance. Donc ça, c'est un niveau plus haut niveau, c'est qu'en fait, on a 200 crates, donc c'est un peu... à un moment, en fait, on doit construire une bibliothèque finale. Et ça veut dire assembler tous ces modules qu'on a bien délimités. Et ça demande pas mal de boilerplate, on peut faire des erreurs à ce niveau-là. Et là, on s'inspire de Bevy, par exemple, donc un ECS écrit en Rust, qui nous permet de... On a fait un truc custom, mais on s'en inspire. L'idée d'avoir un resolver, donc d'avoir en fait un système qui nous permet de définir tout ce qui existe, tout ce qui est disponible dans le corps, et de les instancier quand on a besoin, et du coup, comme ça, de voir clairement comment les fonctionnalités s'assemblent, quelles sont les dépendances, ce qui nous permet aussi de faire du refactoring de façon plus simple. Donc voilà, l'objectif, clairement, c'est la maintenance, c'est d'avoir des bouts de code qui peuvent vivre pendant des semaines sans être regardés, mais ensuite, quand on revient dessus, on comprend toujours ce qui se passe, on comprend, on peut venir débugger assez facilement, enfin, c'est l'objectif. Et du coup, on a besoin d'avoir des pratiques de code qui sont plus strictes que ce que Rust permet de faire, parce qu'en Rust, on peut, comme dans tout langage, faire les choses de plein de façons, mais du coup, on va, au niveau de l'entreprise, chercher à, comment dire, avoir des règles, en fait, des règles sur l'architecture, sur la façon dont on écrit nos programmes. Et donc pour ça, j'ai parlé de 3 trucs en particulier qui sont utiles en Rust. Donc un pattern assez classique qu'on appelle NewType, la façon dont la code génération permet
permet de travailler à la frontière entre Rust et le monde extérieur de façon plus safe. Et puis enfin, ce dont je parlais, donc toutes ces règles qu'on veut implémenter, en fait, la meilleure façon de les implémenter, c'est de les exprimer en tant que code. En fait, si on peut vérifier automatiquement ces règles, on peut beaucoup plus facilement être sûr que les façons sont faites de la façon dont on veut, en tant qu'entreprise. Et donc ça va être Cargo Clippy, Cargo DYLint. Donc Mutable Pattern, voilà, ça c'est assez simple. Si vous avez fait du Rust, normalement vous connaissez. Mais en gros, pour faire simple, Rust il permet, contrairement à des langages qui ont moins de garanties, d'avoir des invariants qu'on vérifie dès la création dès la définition du type. Et en fait, là, par exemple, notre user ID, c'est un type de ID, mais on force qu'il commence à une certaine date, on force qu'il c'est un type de user. Et ça veut dire que dans toute la codebase, dès qu'on voit un user UID, on est sûr, parce qu'à part si on fait GeneSafe, on n'a aucun moyen de l'instancier ce type, parce que le type à l'intérieur est privé. Donc ça, c'est un pattern qu'on utilise beaucoup. On définit énormément de types. On va avoir un type pour les amitiés, on va avoir un type pour juste les mètres, voilà, l'unité de mesure. Bon, au lieu d'avoir un F64, on va utiliser un type meters qui nous permet ensuite de ne pas pouvoir additionner des mètres et des unités de temps en secondes, par exemple. Ça, c'est vraiment, c'est une brique hyper core de Rust, mais c'est le genre de choses dans les langages de programmation inspirés des langages fonctionnels qui est hyper fondamental, en fait. Génération de code typé, ça c'est aussi super important, parce que c'est toujours là où on peut faire des erreurs, en fait, à l'interface entre nos différents services. On utilise du gRPC, donc pour faire simple, on a un langage, la proto, qui nous définit nos fonctions disponibles dans le backend. Et on a, grâce à Prost, la possibilité de générer du code Rust pour avoir un client qui parle à un serveur qui implémenterait ces fonctions, et pour le serveur, un trait à implémenter pour instancier le service. Le faire à la main, c'est un enfer. Donc, partout où c'est possible, en fait, dès qu'il y a des choses qui ne sont pas typées, il faut essayer de trouver des moyens de leur donner des types, et idéalement de façon automatique. Oui, ça, je l'ai pas dit aussi, mais il y a SQLX, pareil. Donc ça, c'est pour les bases de données. Par exemple, pour ScyllaDB, on n'a pas cette génération de code typé, et c'est en général là qu'on fait des erreurs. C'est là où on casse la prod, parce qu'on a oublié on a fait une typo sur une colonne dans la base de données. Donc clairement, en fait, ce dont on se rend compte dans le back-end, dans l'équipe back-end, c'est que la plupart des erreurs qu'on fait, c'est des erreurs liées au fait que le système de type n'avait pas protégé contre ce qu'on a fait. Donc ça veut dire aussi qu'on évite beaucoup d'erreurs là où partout il y a du système de type. Enfin, ça c'est de plus haut niveau. Comme j'ai dit, on a envie d'avoir des conventions pour que tout le monde se comprenne. On a envie que le code il soit fait de la même façon partout. Et pour ça, on utilise Cargo Clippy, mais aussi Cargo DYLint. Donc Cargo Clippy, c'est des lints un peu standards de Rust, comme voilà, variable et oubliée. Ça, c'est même dans le compilateur peut-être. Mais avec DYLint, on va pouvoir aussi écrire nos propres vérifications grâce à l'output du compilateur. Et par exemple, là, faire une analyse sur nos types proto, c'est des types générés donc à partir des interfaces que j'ai décrites précédemment. On veut toujours que ça finisse par proto, parce que comme ça, quand on lit qu'on a un type proto, on sait que c'est du code généré. Et on peut aussi faire des choses un peu plus complexes que ça, basées sur les représentations intermédiaires du compilateur. Et en ce moment, il y a une présentation donc dans l'autre salle sur comment écrire ses propres lints. Donc j'espère que ce sera rediffusé pour vous. Et bon, ça c'est les avantages de Rust. Maintenant, on a aussi plein de problèmes. Un des problèmes les plus vicieux, c'est qu'on s'est mis à utiliser le compilateur Nightly
qui apporte des fonctionnalités en avance, qui permettent de réduire le boilerplate, qui permettent d'avoir du code plus simple à écrire et à lire, mais qui, en contrepartie, peut nous poser des problèmes de compilation parce qu'en fait, on a choisi un commit arbitraire dans la programmation, dans le dépôt, enfin dans l'historique du dépôt natif de Rust. Et à chaque fois qu'on change ce commit, potentiellement, en fait, la veille, il y avait un bug critique, une miscompilation, et puis du coup, on se retrouve avec les logs qui disparaissent dans l'application mobile, dans certains cas. Donc ça, on tombe sur plein de bugs à cause de ça. Et maintenant, c'est très dur d'en sortir parce qu'on utilise un peu partout des features expérimentales. Donc, bon, ça, on va voir comment on va faire. La deuxième chose, c'est comme je vous ai dit, idéalement, en fait, il faut modulariser, il faut avoir des conventions de code qui sont de plus haut niveau que ce que Rust permet de faire. Et du coup, ça veut dire implémenter une sorte de framework maison, en fait, avec nos propres abstractions pour que les employés puissent se baser sur une façon unique de faire les choses. Et ça veut dire aussi qu'il faut avoir des gens suffisamment seniors avec Rust qui ont connu tous les problèmes que Rust peut avoir pour trouver une façon de faire qui ne rencontre pas ces bugs, qui n'ont pas ces problèmes. Temps de compilation, on en a déjà parlé, c'est quelque chose qui revient souvent avec Rust, et qui est pareil problématique, parce qu'en fait, on veut aussi pouvoir itérer rapidement. Bon, on a nos tests unitaires, mais idéalement, on veut aussi pouvoir parfois juste compiler l'application, la lancer, et faire ça plusieurs fois, dans une boucle un peu itérative. Et là, on se retrouve avec des temps en debug qui peuvent descendre à 10 secondes, mais jamais moins de 10 secondes, et qui peuvent monter en release à 5 minutes, 10 minutes, en fonction de à quel point on est loin, à quel point on a beaucoup de choses à recompiler. Si on recompile quelque chose de fondamental, du coup, on se retrouve à compiler toute notre codebase, et ça, forcément, ça prend du temps. Donc c'est là aussi où la modularisation est utile, c'est qu'en fait, plus on sépare, plus la compilation peut être efficace et moins de choses seront invalidées si on change quelque chose assez tôt dans la chaîne. Asynchrone, ça c'est vraiment un point difficile, surtout pour les gens qui apprennent le langage, c'est que écrire des futurs, écrire des strings, typer ça correctement, c'est quelque chose qui demande une sorte d'intuition. Au bout d'un moment, on a trouvé une façon de faire où on évite les problèmes, on trouve des patterns, mais pareil, ces patterns ne sont pas forcément expliqués initialement, et du coup, on se retrouve avec des problèmes de lifetime horribles à résoudre. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Par exemple, le pire des cas, nous, c'est qu'on a des strings bidirectionnels, et du coup, là, pour exprimer ça en termes de lifetime, il faut trouver des bons patterns. Orphan Rule, c'est aussi un problème de Rust quand on a un workspace avec 200 crates, en fait, c'est qu'on se retrouve avec souvent des types définis dans des services différents, donc front et back, là, user location, et un trait convert, par exemple. Comme tous ces crates qui ne se connaissent pas entre eux, on ne peut pas implémenter le trait directement, et du coup, on voudrait l'implémenter dans un autre truc, front API service, là où on a vraiment besoin de faire la conversion. Et on ne peut pas. Parce que Rust, il veut que on ait, pour un type donné, une seule implémentation du trait. C'est une garantie que le compilateur veut. Et comme son unité de compilation, c'est le crate, il ne peut pas savoir qu'au sein d'un workspace, on a une seule implémentation. Donc on se retrouve à devoir créer des nouveaux types pour ça. Ça rajoute un peu de boilerplate dans le dépôt. Et puis voilà, une dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est le fait qu'on ne peut pas juste utiliser Cargo parce qu'on a une codebase multilangage. Donc ça, on se retrouve à devoir utiliser Bazel pour décrire de façon globale tout notre build. Donc d'un côté, on va définir une Rust library qui va dépendre de Create, de notre plateforme, et ainsi de suite. On va définir une étape avec une IFFI pour générer notre code Swift et notre glue côté Rust. Et puis on va devoir définir des bibliothèques Swift, par exemple, qui vont dépendre de ce corps. Et donc ça veut dire qu'on a un langage de description de tout notre build cross-code base
enfin dans tout le monorepo. Et en fait, on ne pourrait juste pas faire ça. Cargo spécifique à Rust ne peut pas vraiment décrire ce qui se passe en dehors de la compilation du code Rust. Il est horrible ce crabe. C'est censé être le crabe un emoji crabe, je crois. Bon. Pour terminer, ouais, je voulais juste dire merci pour votre invitation. Donc, c'est Arthur Carcano de Camel Pro que j'ai pu être invité à faire cette présentation. Pour terminer, pour venir au titre, donc on a besoin de scaler dans 3 directions. Le nom d'utilisateur, le nombre d'employés, la taille de la codebase. Et c'est Rust un peu qui répond à tous ces cas d'usage parce que grâce aux performances, on peut scaler en utilisateur. Et grâce aux techniques de modélisation et de bonnes pratiques de programmation, on peut se retrouver à scaler en complexité et en nombre de développeurs. Donc voilà. Et puis, je voulais aussi mentionner Quentin Pérez et Raoul Lyon, ainsi que Corentin Kérézy, qui ont travaillé sur cette plateforme. Donc, c'est eux qui ont permis ensuite à moi de débarquer sur cette codebase et de pouvoir développer avec confiance sur un projet qui quand même est assez compliqué. Et puis, voilà, on recrute. Et ça, c'est aussi un truc, ça a déjà été présenté dans la présentation précédente. Mais le recrutement, on se retrouve avec des développeurs qui sont assez bons, mais pareil, en quantité moindre et avec souvent une expérience back-end. Et voilà, si vous voulez poser des questions sur comment ça se passe de façon plus générale, des points précis, n'hésitez pas. Il y a une partie de l'équipe qui est là aussi pour discuter. Merci Lucas. Quelques questions pour le temps? Jean-Lucas, merci pour ta présentation. Moi, j'ai une question sur les crates, et notamment le réseau de dépendance un peu large qui est très utile, mais aussi une vulnérabilité et potentiellement révèle que certains crates sont complètement immatures. Et est-ce que tu as un rédex là-dessus? Parce que moi, j'ai un code neuf qui n'avait pas la maturité suffisante. Oui, alors quand je parlais des 200 crates, c'est 200 crates internes. Donc tout, sur ce code-là, on le maîtrise, parce que ça a été développé en interne. Pour ce qui est des dépendances, c'est vrai que pour l'instant, en fait, on essaye de limiter le nombre de dépendances simplement en fait, à tout ce qui va être driver, des choses assez bas niveau qu'on n'a pas envie de gérer. Par exemple, pour des choses pour tout ce qui est driver d'API web, par exemple, on utilise Google Maps. Là, Google Maps, je crois qu'on utilise un crate, mais pour les API équivalentes, on va essayer le plus possible en fait d'utiliser juste le client en request. On va essayer d'utiliser des crates qui sont plutôt matures dans la communauté pour limiter ce risque. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas d'analyse vraiment formelle de toutes nos dépendances et des risques associés. Ok, merci. Pas de cargo audit ni de vulnérabilité de l'eau. Pour l'instant, merci. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voudrais poser une question à propos de l'asynchrone. Donc, j'ai vu que vous utilisez les futurs. Est-ce que vous utilisez les fonctionnalités de Tokyo ou vous avez fait tous les pins d'épaule à la main? Alors oui, on utilise Tokyo. Même en embarqué, on utilise le runtime Tokyo pour faire tourner toute la bibliothèque core. Et du coup, on se retrouve à utiliser un peu des fonctionnalités de type stream données par Tokyo, donc tout ce qui va être broadcast stream ou alors les one-shot channels. Ce genre de choses, on va utiliser les fonctionnalités de base de Tokyo. D'accord. Et jusqu'où ça se propage dans le code? Est-ce que même votre main est obligé d'être asynchrone? Oui. En fait, il n'y a pas vraiment de main dans le cas du mobile, parce qu'en fait, tout le corps ensuite va être dirigé par l'UI. Donc en fait, c'est plutôt, il y a une phase d'instanciation qui va être synchrone, qui va lancer quelques tâches. Et ensuite, tout le reste va être dirigé par l'UI qui va demander, je veux l'état de ma liste d'amis, je veux l'état de mes notifications.
Et ça, à chaque fois, ça va être des streams qui vont être créés, donc des tâches Tokyo, qui vont s'occuper de chaque fonctionnalité. D'accord, merci beaucoup.